Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur la fin de la pause estivale et j'avais quand même envie de faire un live pour un peu s'occuper pour cette fin de break, hein. Il y a la F1, il y a la F1 Academy qui reprennent à Zandvoort ce week-end notamment, et ça me tenait surtout à cœur d'inviter un pilote. Du coup, Raph, faut que tu te reconnectes. Attends, je sais pas, est-ce que je t'ai encore? Ouais. Ah oui, Raphaël, il va falloir se réveiller. T'es bien connecté, mais il faut enlever la caméra. Mais bref, je voulais quand même inviter un pilote qui est quand même l'une des grosses satisfactions côté français en monoplace sur ce début de saison. J'avais déjà fait un portrait pour lui pour Auto Hebdo. C'était pas exactement un portrait, c'était plutôt même une double interview avec son coach Eric Hellary, un certain Eric Hellary. Perrard qui stream fenêtre fermée, lumière éteinte. Et ouais, c'est un style, hein, c'est un style. Donc évidemment, voilà, il s'agit de Raphaël Perrard, donc pilote d'Eurocup 3 pour Palou Motorsport. Je vérifie quand même qu'il m'envoie pas. Je vois rien. Ça a commencé, je vois rien. Alors, bah attends. Pourtant, collab cam, machin. Bah, Pourquoi ça marchait il y a 10 minutes? Raphaël a regardé l'éclipse sans lunettes. Non mais attendez. Euh, oui, oui, ça. Alors attendez, on a un petit souci technique. Euh, Attends, Raphaël, mais pourquoi il y a deux? Bon, bah écoute, là ça a l'air de marcher. Attends, je t'affiche comme ça. Attends, hop. Il y a un petit problème technique. Ouais, voilà. Mais c'est bon, Raphaël est bien avec nous. Donc non, il n'a pas regardé l'éclipse sans lunettes. Il est bien parmi nous. J'ai vu Euh, je voyais les commentaires, je voyais Perrard qui regarde lunettes, fenêtre fermée et tout. Je me suis dit, voilà, il y a un petit souci. Tout va bien, tout va bien. Il est bien parmi nous. Donc voilà, Raphaël Perrard, pilote d'Eurocup 3 pour Palou Motorsport, qui collecte déjà plusieurs podiums, plusieurs victoires rookies, donc l'une des grosses satisfactions côté français en monoplace sur ce début de saison. Comme je l'avais dit, j'avais déjà fait un petit portrait sur toi en fin de saison dernière pour Auto Hebdo avec ton coach Eric Hellary. Et donc là, c'est ta première fois sur la chaîne. Bienvenue Raphaël, comment ça va? Écoute, merci beaucoup, content d'être ici. Ça va très bien, écoute, on va dire un petit week-end, un mois tranquille sans course, donc j'utilise ce mois-là pour me préparer et me concentrer sur la prochaine. N'hésitez pas à me dire aussi hein, dans le chat si ça va niveau son, s'il y a besoin que je diminue mon son ou que Raphaël augmente le sien. On peut peut-être régler ça. Donc pour commencer, tu as 18 ans, je crois, tu viens de Marseille, si je dis pas de bêtises. T'en es seulement à ta deuxième saison de monoplace. Comme le veut la tradition, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Écoute, bah, t'as juste, moi c'est Raphaël Perrard, je suis français, originaire de Marseille. Je suis, enfin, j'ai été scolarisé à Monaco, j'ai récemment eu le bac international. Et puis voilà, à côté, je suis pilote en Formule 3 Europe dans la catégorie d'Eurocup 3. Donc, tu évolues en Eurocup 3, donc c'est l'un des plus gros championnats de formule régionale, hein. On connaît la FREC, il y a aussi l'Eurocup 3, aussi l'Euroformula, la GB3. Donc, c'est entre la F3 et les F4 nationales. Donc, tu es huitième actuellement du championnat à mi-saison. Quel bilan tu tires de cette première moitié de saison? Est-ce que tu t'attendais à être là où tu es aujourd'hui? Écoute, à mi-parcours, pour l'instant, ce qui est positif, c'est ma rapidité. Notamment bah, depuis le premier week-end de course au Castellet, j'ai signé une sixième place en qualif, ce qui était mon meilleur résultat jusqu'à présent. Et puis voilà, suite à ça, j'ai fait des très bonnes perfs à Portimao. Là, les deux derniers week-ends de course, j'ai continué à être dans le top 4 durant les 4 dernières qualifications. Donc ça, c'est sûr, c'est que ma qualité, c'est la rapidité. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis voilà, le bilan que j'en tire, les points, c'est différent. Parce que je suis quand même un peu frustré. J'ai pas terminé les courses que je voulais. C'est l'automobile, donc il y a que ce soit des aléas mécaniques ou en course, j'ai pas marqué les points qu'il fallait. Donc aujourd'hui, non, huitième au championnat, j'en suis un peu frustré. C'est pas représentatif selon moi de la performance. Donc voilà. Et ouais, est-ce que tu dirais, du coup, c'est peut-être. Donc, on l'a dit, t'es rapide, bah, notamment t'as fait ta première pole position là sur le dernier meeting à Monza. Est-ce que tu dirais
ce sur quoi tu dois t'améliorer, c'est peut-être éviter les incidents de course dans lesquels tu peux être impliqué. Là encore, la dernière course au final à Monza où tu joues la victoire et où tu te fais sortir sur un incident de course, moitié faute de Dalagnol, moitié faute d'El Feghali. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, être un peu plus prudent, mais sans perdre non plus ta vitesse? Comment tu peux jouer là-dessus? Pour jouer là-dessus, je pense que c'est juste que il faut être patient, il faut bien évidemment apprendre de chaque circonstance, que ce soit de mon côté ou d'analyser aussi les erreurs des autres. Mais après, c'est sûr que on va dire, il y a un certain manque de roulage chez moi qui entraîne un retard et je pense il faut que j'apprenne aussi à mesurer, savoir mesurer on va dire les risques et les récompenses qu'il y a. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, moi, on va dire, avec le retard que j'ai, je pense, parce que voilà, comme tu l'as dit, je suis en deuxième année de Hum, monoplace, hum. donc j'ai un retard de kilomètres et de roulage comparé aux autres, par exemple, les autres rookies qui ont enfin, moi j'ai la moitié de kilomètres aux rookies et le tiers des redoublants. Donc, avec les dernières perfs, moi, on va dire que le championnat commence maintenant. C'est là où c'est là où il faut commencer à aligner. Donc, ma priorité numéro une, c'est de commencer à me concentrer sur terminer les courses et marquer le plus de points possible. Donc, tu as rejoint pour ça, pour cette saison, Palou Motorsport, donc l'équipe fondée par la famille d'un certain Alex Palou, hein, que je ne présente pas, hein, enfin voilà, ultra dominateur en IndyCar. Palou a notamment tissé un partenariat avec Prema Racing aussi. Concrètement, toi, tu sortais d'une saison qui était intéressante en F4 France, tu avais fait 7ème, on y reviendra, mais pour toi, redoubler en F4, c'était pas vraiment une option, il fallait directement passer en formule régionale, et pourquoi cette je vais pas dire cette précipitation, mais pourquoi voilà cette volonté de directement passer en formule régionale après seulement entre guillemets une 7ème place en F4? Ouais, alors non, le redoubler la F4, c'était aussi une solution, hein. Mais c'est sûr que j'ai eu l'opportunité de faire des tests en Eurocup 3 qui ont été plutôt bons. Et par la suite, j'ai eu une proposition d'un contrat avec Palou Motorsport. Et en plus, avec la venue de Prema enfin, avec tout l'aspect technique, les ingénieurs, etc. Donc c'était plutôt une offre intéressante. Et honnêtement, si j'ai avoir l'opportunité de faire ça, j'ai pas voulu la louper. Hmm. Donc je suis Et, parti sur ça. et donc c'est quoi les différences entre F4 et Eurocup 3? Il y a plus d'aéro, t'apprends plus de choses en termes de pilotage, en termes de développement en pilotage? Euh, on va dire la principale différence, c'est bien évidemment la puissance. Hmm. Il y a environ 100 chevaux de plus, même un peu plus, avec une voiture qui fait le même poids Ouais. et beaucoup plus d'aéro. Hmm. Donc voilà, c'est pas compliqué à comprendre que ça passe bien plus fort dans les virages. Euh, on va dire le challenge, le plus gros challenge de la transition entre la F4 et l'Eurocup 3, c'est on va dire la confiance à amener dans les virages. Parce que la voiture est aussi légère, aussi agile, tout en passant les virages bien plus rapides, en freinant plus tard, en accélérant plus tôt. Donc voilà, c'est ça. Question intéressante de FCB Noah 7. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui sont présents dans le chat hein, dès le début de ce live. Je remercie aussi Achille Leroy et Avenberg pour les follow depuis le dernier live. Donc, question de FCB Noah 7. Est-ce que tu apprécies le push to pass en Eurocup 3? Donc, on rappelle, c'est un peu différent de ce qu'on fait en F1, F2, F3 avec. Enfin, en F2, F3 avec le DRS. Toi, tu as le push to pass, donc une sorte de boost moteur. Toi, comment tu gères ça et c'est quoi les règles exactement en Eurocup 3? Il y a un nombre d'utilisations limité. Ouais, c'est ça. En fait, le push to pass en Eurocup 3, on a 60 secondes d'utilisation par course. Hmm, Donc, on ne peut pas l'utiliser en qualification ni en essai libre. hmm. Et à partir du départ, on a 60 secondes où on peut l'utiliser quand on veut à partir du quatrième rapport. Et Ok. en fait, ça nous donne environ entre 20 et 30 chevaux de plus. Et bon, ça nous permet soit de faire des dépassements ou soit défendre une position. Et pour revenir à la question de Noah, moi, franchement, je trouve que c'est une bonne chose. Surtout avec des voitures comme ça où il y a beaucoup d'aéros, il y a aussi beaucoup de dirt air. C'est ce qu'on appelle c'est l'air sale. Et en fait, c'est quand on suit une voiture de
proche de derrière. On a moins d'air qui vient sur les ailerons, donc l'aéro marche moins bien et la voiture est moins performante et on a du mal à suivre de proche les voitures. Donc du coup, ça nous permet aussi de se rapprocher et nous donner plus d'opportunités pour doubler. Donc moi, je trouve que c'est un truc qui rend les courses un peu plus intéressantes. Donc Ouais. c'est pas mal. Bah clairement, enfin, ça marche très bien. Les courses d'Eurocup 3, c'est toujours un plaisir à suivre. Bon, c'est toujours Ouais. un peu plus un plaisir quand tu joues la victoire ou les podiums devant, c'est sûr. Petite question aussi, en étant chez Palou Motorsport, parce que je me rappelle il y a quelques années, il y avait Alex Palou qui lui-même faisait des tests dans l'Eurocup 3 un peu pour donner son expertise. Est-ce que toi tu l'as déjà rencontré? Est-ce qu'il t'a déjà conseillé? Est-ce que tu as même peut-être déjà roulé en test contre lui? Non, 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 j'ai jamais roulé avec lui. J'ai jamais encore eu la chance de le rencontrer parce que lui, bon, il fait l'IndyCar, il roule Oui, oui, quasiment oui. tous les week-ends en Amérique, donc il a un programme assez chargé. Il me semble qu'il va venir sur une course à la fin de l'année. Je sais pas laquelle, mais il va venir. Et puis, mais j'ai quand même un très bon contact avec lui. C'est-à-dire on s'écrit pendant chaque week-end de course. Même après Monza, on s'est eu au téléphone et en fait, il me donne, voilà, c'est sûr que lui, il a beaucoup d'expérience, donc Ouais. il me donne tous les conseils qu'il peut. Et moi, je suis vraiment à l'écoute parce que je peux qu'en apprendre d'une personne comme ça. Ouais, mais pas encore rencontré. Bonne question Dylan aussi dans le chat. On a pu souvent te voir avec Renaud Derlot sur les week-ends de course. Est-ce que tu pourrais expliquer son rôle avec toi? Parce que il faisait pas partie de ton équipe l'an dernier, mais il t'a rejoint cette année, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, l'année dernière, j'étais coaché par Eric Elary, Hmm. que tu connais très bien, qui est un un ancien pilote et vainqueur des 24 heures du Mans, par exemple. Et cette année, j'ai changé. Enfin, j'ai Renault est maintenant dans ma structure et en fait, c'est mon manager. Donc, Hmm. c'est lui qui gère. C'est grâce à lui que j'ai eu mon baquet chez Palou cette année en Eurocup et c'est lui qui gère, on va dire, toute ma carrière, mon avenir. Il a beaucoup aussi de contacts. Il est dans le groupe Future Management. Voilà, il est avec moi sur tous les week-ends de course. Et lui aussi est un ancien pilote, donc il a beaucoup d'expérience. Il a l'habitude de coacher des jeunes pilotes, donc il m'accompagne et c'est surtout grâce à lui que j'ai fait ce gros step récemment euh, sur la rapidité et les résultats. Ouais, bah parmi les pilotes que Renaud Derlot a amené très loin, il y a quand même Jean-Éric Vergne, entre autres, un côté français. Donc c'est Ouais, vrai que voilà. ça peut être un bon exemple Netflix, quand même. Ocon. Ouais, ça peut être un bon exemple en tout cas. Bon, on revient, avant de parler, il y a une bonne question d'Antoine sur Macao ou sur le futur. On reviendra un peu sur la partie future, sur la partie 2027. Je sais que ça vous intéresse évidemment, moi aussi ça m'intéresse, mais chaque chose en son temps. Je voulais déjà revenir à ta saison actuelle. Parce qu'on voit une vraie progression du coup sur les derniers meetings. Il y a deux deuxièmes places sur les trois dernières courses. Et bon, voilà, tu jouais la victoire sur la dernière course également avant de te faire sortir. Il y a aussi ta première pole position en carrière. Est-ce que tu suis ton plan comme prévu et du coup la prochaine étape c'est la victoire? Bah, aujourd'hui, on va dire, je me fixe aucune limite. C'est sûr que je suis quelqu'un d'ambitieux, donc bah, je n'ai pas vraiment je n'ai pas enfin, j'ai pas vraiment euh, on va dire oui, je suis bien évidemment le plan, j'ai ma progression. Aujourd'hui, j'ai fait un gros step, on va dire, j'ai très rapidement progressé au cours des derniers week-ends. Donc maintenant, voilà, c'est sûr que j'ai commencé à la prépa, j'étais dans le top 15, voire dans le top 10 durant la Winter Series. Ensuite, je me suis voilà, rapproché du top 10, du top 5, et la dernière course me va pour la victoire. Donc Mhm. oui, l'idéal, bien évidemment, c'est d'aller chercher la première victoire à Silverstone. Donc c'est pour ça que maintenant, mon objectif principal, c'est de me concentrer sur ça et de marquer le plus de points possible pour le championnat. Bon, le souci par contre pour la victoire quand même, c'est que tu dois composer avec un coéquipier qui est quand même assez encombrant, enfin un leader du championnat, redoublant, il doit en être à sa quatrième, je dirais quatrième saison de monoplace, James Egodi. Bon, j'imagine forcément ça doit te tirer vers le haut. L'ambiance a l'air d'être très saine entre vous. Enfin, on l'a vu à Monza, malgré les batailles en piste, il y avait quand même beaucoup de sourires au parc fermé, sur le podium, etc. Comment ça se passe au quotidien? Est-ce que Egodi partage ses datas, ses conseils, alors que
bah, le but quand même, c'est toujours de battre son coéquipier, mais bon, vous êtes à des moments différents dans votre carrière aussi. Comment ça se passe concrètement? Bah, c'est sûr que lui, il a un avantage énorme, c'est qu'il a fait 4 saisons et demie, voire en monoplace. Mm. Il a fait 2 ans en F4, 2 ans en Eurocup. Enfin, c'est sa quatrième saison, pardon, et moi ma deuxième. Donc c'est sûr il y a un gros déficit, enfin il y a un gros gap. Mais non, on a une relation plutôt saine entre nous deux. Lui, il sait très bien que voilà, aider ses coéquipiers va aussi pousser l'équipe à bien scorer. Donc oui, on est assez transparent entre coéquipiers. Il nous partage tous ses datas. Si j'ai une question, je peux très bien lui poser et je lui pose et il me répond avec toute honnêteté parce il veut bien évidemment le meilleur pour l'équipe. Donc oui, on a une bonne relation. Maintenant, c'est sûr que en termes de rapidité, ça c'est pas ma priorité. Enfin, c'est pas ma, on va dire, c'est pas le problème. C'est surtout l'expérience qu'il a en plus parce que lui, il a plus du triple de roulage que j'ai. Mm. Donc ça, c'est là où il faut apprendre encore plus rapidement que les autres et rester tête froide quand on se bat avec lui. Ouais, bon, c'est resté fair play quand même durant la course 1 à Monza, c'était assez beau. Il l'a emporté, on attend la revanche maintenant. Il y a aussi un autre coéquipier que j'avais pas vraiment vu venir, c'est Heitor Dallagnol, champion de F4 brésilienne. Bon, vu de France, on connaît pas trop la F4 brésilienne. Et lui aussi, il fait une grosse moitié de saison. Vous avez à peu près le même statut, il est rookie lui aussi, et vous jouez tout le temps dans les mêmes eaux en qualif, en course. Est-ce que tu le connaissais avant de rouler avec lui? Non, du tout. Je n'avais pas suivi la F4 italienne, brésilienne. Ouais, brésilien. Franchement, je ne savais pas du tout qui c'était. Ouais, et donc comment ça se passe? Parce que lui, par contre, enfin, bah, vous êtes un peu dans le même moment dans votre carrière. Comment ça se passe justement? Bah, de toute façon, comme on dit toujours, hein, le plus gros rival, c'est son coéquipier. Ouais, bah, c'est une compétition, pareil, une compétition saine, bien évidemment. Parce Hmm. qu'entre coéquipiers, il y a pas de, on doit le meilleur pour l'équipe aussi, donc voilà, on s'aide mutuellement. Comme à Monza, on a fait une stratégie d'équipe pour les qualifications qui a payé, justement, j'ai fait la pole position. Ensuite, on a échangé les places et à la deuxième qualif, bon, c'est moi qui ai un peu payé le prix du truc, mais malgré ça, on fait quand même une bonne qualification tous. Ouais, écoute, maintenant, on va voir la deuxième partie de saison Ok. et puis voilà. Et il y a aussi, bon, forcément, une autre coéquipière. Il y a Bianca Bustamante qui est plus loin au championnat, qui est très, 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 très connue à l'international. Elle a une très grosse fanbase, elle est très active sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as l'impression que bah, elle vous inclut souvent, enfin, tous les coéquipiers, toute l'équipe dans ses reels, Instagram, etc. Est-ce que tu as l'impression que ça te fait connaître aussi et que ça booste un peu ta popularité aussi bah, d'être auprès d'elle et que ça peut te faire connaître, que ça peut te faire connaître des sponsors et donc peut-être t'offrir plus d'opportunités finalement. Ouais, ouais, bah, c'est évident, c'est évident. Elle a des millions d'abonnés sur les réseaux, ce serait mentir de dire qu'elle m'aide pas sur la visibilité. Et puis non, et puis ce qui est bien, c'est qu'on a construit une relation assez amicale, elle m'aide, voilà, elle m'aide beaucoup sur ça. Elle sait que ça m'aide beaucoup. Et puis bon, c'est sûr que maintenant ça passe beaucoup par les réseaux aussi. Aujourd'hui, il faut aussi penser. Ben, moi, par exemple, je passe beaucoup de temps à m'occuper des réseaux sociaux, Hmm. même si j'aime pas du tout ça, mais j'y suis obligé parce que c'est une forme de. Il faut créer sa propre notoriété, et puis c'est grâce à ça qu'ensuite on est vu et puis potentiellement avec des sponsors par la suite. Hmm. Question intéressante de FCB Noah 7 encore. Tu as roulé l'année dernière en F4 France. Cette année, hormis Spa et le Paul Ricard, tu découvres tous les circuits. Est-ce que c'est un problème, c'est un désavantage par rapport notamment aux pilotes qui ont fait la F4 espagnole avant? Ou est-ce que c'est pas si grave que ça parce qu'il y a tellement de choses différentes avec bah, la voiture qui change qu'au final vous repartez tous un peu de zéro peut-être? Bon, c'est sûr que c'est un gros challenge, mais comme je l'ai dit, j'ai toujours eu un peu de retard dans mon parcours, vu que, bon, je pense qu'on y reviendra plus tard, mais j'ai commencé assez tard, donc j'ai Hmm. toujours eu ce truc de devoir apprendre plus vite que les autres. Honnêtement, oui, c'est un challenge, mais
Imola, c'était ma première fois sur le circuit. J'ai directement été dans le truc et je fais deuxième et quatrième en Ouais. qualification. Monza, c'était ma première fois, première qualif, je fais pole position. Donc oui, c'est un challenge, mais c'est pas un problème pour moi qui me stoppe à performer. Ok. Natoon28 qui dit en parlant réseaux sociaux, la chaîne YouTube c'était un one shot ou c'est amené à évoluer? Bonne question. Tu sais pas encore. Honnêtement, en fait, c'est assez marrant parce que j'ai fait cette vidéo YouTube avec des jeunes qui font une école de cinéma, etc., qui m'ont contacté sur les réseaux et m'ont proposé de faire un mini documentaire comme ça. Donc, c'était pas vraiment prévu de base. Mais une fois qu'ils m'ont fait ça, je me suis dit, bah voilà, je vais le poster quelque part. Ouais, c'est un vidéo, c'est plutôt un format style YouTube. Donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de me créer une chaîne YouTube. Attends, Mais c'est eux qui t'avaient suivi au Mans ou je confonds? oui, c'est Oui, ça, ok, c'est ça, c'est ça. d'accord, oui, ok, oui. Oui, t'étais là, c'est vrai. Pour la dernière. Et du coup, en fait, c'était l'occasion de créer une chaîne YouTube. Donc, je l'ai fait, je l'ai posté. Et bon, en fait, pour l'instant, c'est assez compliqué déjà de gérer ça. Moi, en fait, j'aime pas trop gérer, j'aime pas trop gérer les réseaux sociaux. Je me force sur Instagram parce que là, c'est sur les réseaux sociaux que je l'ai. Hmm. Parce que TikTok, j'ai créé un compte, mais bon, voilà. J'ai Justement, mis à tes cause réseaux, hein. de. J'ai mis tes réseaux sur l'écran, il y a Ah, Insta et TikTok, merci. c'est tout ce que j'ai trouvé. Mais justement, parce que Bianca, ma coéquipière, m'a dit, Raph, faut que tu te mettes Hmm. sur TikTok, tu vas avoir beaucoup de visibilité, mais bon, j'ai pas réussi à vraiment m'y mettre. Je comprends. YouTube, il faudrait que je fasse des vlogs, des vidéos de courses, mais bon, ça me prend encore beaucoup de temps, donc pour l'instant, c'est pas ma priorité. Ça sera quelque chose que je ferai quand j'aurai atteint l'objectif à court terme. Hmm. Bah, faudrait que ça soit, enfin, faudrait que ça soit qu'il y ait une équipe dédiée en fait, un peu comme au Mans, au final, Voilà. qu'il y ait une équipe dédiée qui s'occupe de ça, parce que c'est Mais pas pour tellement l'instant, à toi de gérer ça, mais oui, oui, oui. Et puis, mais bon, pour l'instant, j'ai pas envie que ça devienne quelque chose sur lequel je dois me concentrer. ouais. J'ai d'autres choses, j'ai d'autres priorités. Ouais. Donc voilà. Pour revenir avec Bianca Bustamante, tu partages un point commun avec elle. Vous êtes tous les deux passés par le centre d'excellence physique 3-2-1 Perform dans le sud de la France. Donc, tu as déjà fait plusieurs stages, notamment avec un certain Théophile Naël, un certain Esteban Ocon. Je sais pas si ça parle à des gens dans le chat. Déjà, qu'est-ce que vous faites à 3-2-1 Perform et qu'est-ce qui rend ces stages si spéciaux, si uniques? Alors en fait, 3-2-1 Perform, c'est un centre d'expertise humaine qui est dirigé par Xavier Feuillet. Hmm. Et en fait, c'est un centre dédié aux pilotes automobiles, que ce soit du karting, de la monoplace ou du rallye. Il Oui, y il y a a Ogier. Ogier aussi est passé par là. exactement Ogier, mais en fait, il y a quasiment tous les pilotes, beaucoup de pilotes de Formule 1, dont Ocon, comme tu l'as dit, qui passent par là. Même aussi beaucoup de sportifs de haut niveau d'autres disciplines viennent à ce centre. Et en fait, c'est plutôt un centre pour se développer. En fait, on travaille beaucoup, bon, pas que physiquement, mais on développe l'aspect cognitif, mental. Donc, on fait beaucoup d'exercices par exemple, je donne des exemples tout bêtes, mais la coordination, la mémoire, la réaction, enfin, le réflexe, que ce soit beaucoup de choses, on ne peut même pas imaginer. Hmm. En fait, c'est un centre où on peut aller chercher des petits détails, en apprendre plus sur soi, bien évidemment, et aller chercher les derniers détails qui font la différence sur le circuit. Parce que on va dire, aujourd'hui, on atteint un niveau où on peut s'entraîner physiquement, mais c'est pas assez. Donc, ce centre nous permet de se développer en plus, on va dire, cognitivement, qui font une grande différence. Ouais, c'est un peu l'histoire des gains marginaux de ce qu'on peut gagner un C'est peu en ça. dehors de la piste, ouais. Ok. Et donc, et attends, j'ai pris quelques photos parce que pour la suite du live, il y a quand même des petites photos un peu collector à montrer. Mais du coup, Ouais. il y a, attends, si elle s'affiche bien, ouais, il y a cette photo qui sera peut-être collector dans quelques années où on voit toi, bon, qui toque à la porte de la F3. On a Naël qui sera peut-être bientôt en F2. On a Esteban Ocon qui est vainqueur en F1. Bon, on reconnaît aussi Team Tramnitz. Quelles sont tes relations avec les autres pilotes français, notamment Naël, Ocon? J'ai vu aussi que tu avais fait une photo avec Pourchère que tu avais rencontré à Monaco. Ouais, quelles sont tes relations avec les autres pilotes français qui sont plus hauts dans la hiérarchie pour le moment? Honnêtement, aujourd'hui, bon, il y en a pas, on va dire, en F1, il y a qui? Il y a Gasly et Ocon, Adjar maintenant aussi. Hmm. Et puis ensuite, c'est Théo. Théophile. Et non, Théo, j'ai une très bonne relation avec lui.
c'est un très bon pote. C'est d'ailleurs lui qui m'a amené chez 321 Perform. Donc on a fait beaucoup de stages ensemble, on a développé une très bonne relation. Mais puis on se voit en dehors de la piste. Donc aujourd'hui, j'ai une très bonne relation avec lui. Et puis voilà, le reste, ça viendra aussi plus tard. Ok. On l'a dit, tu toques un peu à la porte de la F3 pour l'an prochain. Il y a quelques semaines, il y a le commentateur brésilien de la F4 brésilienne. Je pense que j'aurais jamais autant parlé de F4 brésilienne dans un live. Euh, il révélait que ton coéquipier, Heitor Dallagnol, donc un peu dans la même position que toi dans sa carrière, dans sa saison aussi, il rejoindrait la F3 l'an prochain. Est-ce que c'est ton objectif aussi d'aller en F3 ou est-ce que tu peux envisager plutôt un redoublement en Eurocup ou en formule régionale en tout cas? Non, ben, comme je l'ai dit, aujourd'hui, je ne me fixe pas vraiment d'objectif. Enfin, je me fixe pas vraiment de limite, pardon. Je me fixe pas de limite parce que je suis quelqu'un d'ambitieux. Et je pense que le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de me concentrer sur cette deuxième partie de saison. Mm. Parce que c'est bien. A few moments later. Ça faisait longtemps, oui, voilà, je vous ai beaucoup manqué, je sais, je sais, je sais. Là, ce qu'on va faire. 2 hours later. Attends. Ouais, là on revoit Raphaël. Est-ce que tu peux parler? C'est bon, allô? Oui. Ok, on y croit. On y croit. Je suis désolé, je sais pas trop exactement ce qui s'est passé, mais visiblement ce soir c'est Bah, compliqué. c'est les aléas du direct, hein. Et donc, on en était où? Oui, en plus, c'était Ouais, la question un peu croustillante. Voilà, est-ce que plutôt F3, est-ce que plutôt redoublement en Eurocup? Tu disais que tu te fixais aucune limite. ouais, bah c'est ça. Alors, je me fixe aucune limite aujourd'hui parce que je disais, je suis quelqu'un d'ambitieux. Donc, pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est de me concentrer sur la deuxième partie de saison. Hmm. Parce que c'est dans cette deuxième partie de saison que mon avenir se jouera, on va dire. Donc, c'est pour ça que, on va dire, mon seul objectif aujourd'hui n'est pas de penser à l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une structure autour de moi, comme Renaud Derlot, on en parlait. Et puis, bien plus, qui gère ça à ma place. Donc moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de rouler le plus vite possible, de marquer un maximum de points, de me concentrer sur les 4 derniers week-ends de course qui arrivent, et particulièrement Silverstone. Ouais, et justement, il y a quelque chose qui peut un peu jouer. Enfin, en Freak, le championnat est quasiment terminé. Il reste plus que deux meetings, alors qu'en Eurocup 3, on est à la mi-saison. Est-ce que justement, c'est de nature à un peu freiner les équipes de F3? Parce que on peut dire que la hiérarchie d'Eurocup. Ah, purée, mon ordi est décédé, hein, je pense, hein, quand même, hein. Alors, peut-être ce qu'on peut faire. Attends, je sais même pas. Je sais même pas. Sinon, on peut avoir ça. Ça marche là sur le live pour l'instant? Ah bah, ça marche de mon côté, mais tu vois, euh, je, si tu vois ici, bon, là, ça a l'air de marcher, donc je vais te réafficher. Je te remets sur le stream. Hop, attends. Oh waouh, non, ça bug complet quoi. Eh non, ouais, mais moi d'un coup j'ai pas regardé, d'un coup j'ai plus l'écran. Eh bah c'est top. Bon, et bah écoutez, sinon on fait le live. Attendez, non mais sinon, hein, on fait le live comme ça, hein, et puis j'agrandis ma tête. Et puis vous voyez, hop, attendez. Je sais pas, hein, on fait le live comme ça, hein, sinon. Hein. Euh, donc oui, ce que je dis, la méthode de galérien. Ce que je disais globalement, c'est que justement la saison d'Eurocup 3, elle est pas du tout finie. Est-ce que le fait d'être moins avancé dans le championnat, est-ce que ça peut un peu freiner les équipes? Bah, honnêtement, ça, c'est pas du tout on va dire mon problème. Ça, c'est. Ouais, on a bien vu que beaucoup on va dire, la moitié de la grille des arrivants aujourd'hui, c'est des pilotes d'Eurocup 3, donc c'est pas un problème. Hmm. C'est pas du tout un frein. Enfin, c'est pas un frein, je pense. Et puis moi, c'est pas quelque chose dont je me soucie. Moi, c'est de me concentrer sur la fin du championnat et puis voilà, ensuite le reste on verra. Le problème
c'est surtout pour les équipes des catégories supérieures, pas Ouais. pour les pilotes, je pense. Ouais, c'est vrai. Donc focus sur la deuxième moitié de saison, mais du coup j'avais envie de revenir un peu sur ton passé, sur ta carrière qui a commencé assez tard, parce qu'il y a 5 ans, je pense que tu devais être assez loin enfin, de te douter que tu serais peut-être candidat pour la F3, car globalement c'est il y a 5 ans que tu débutais en karting, tu as débuté tard en karting, tu es vite parti en Italie pour aller affronter les meilleurs pilotes. Déjà, pourquoi au début tu te lances dans le karting tardivement, tout est relatif, hein, à 13-14 ans? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur vraiment? Alors en fait, simplement quand je suis arrivé à Monaco, mes voisins, j'ai eu la chance d'être voisin avec l'oncle de Charles Leclerc. Et ses enfants, donc, qui étaient les cousins de Charles Leclerc, faisaient du karting en compétition. Et moi, j'ai toujours adoré le karting. C'est-à-dire que, moi, je pense que beaucoup d'entre vous dans le live vont se reconnaître, mais pour moi, le karting, tous les anniversaires, c'était karting. Donc, j'adorais vraiment ça. Et voilà, tout ce qui s'agissait de conduire quelque chose, d'avoir un volant entre les mains, que ce soit conduire un kart, conduire un tracteur, n'importe quoi, j'adorais. Et du coup, quand je suis arrivé à Monaco, eux faisaient du karting de compétition, donc les enfants donc les cousins de Charles Leclerc. J'allais à la même école qu'eux, donc du coup, on avait une très bonne relation. Et en fait, ils m'ont emmené avec eux une journée essayer le karting de compétition. Et puis, je savais pas que ça existait. Moi, c'était que le karting de la fête foraine que je connaissais. Mm. Donc j'ai fait ma première journée à Brignoles, sur le circuit, on va dire, connu du sud de la France, de la région PACA. Et puis, on va dire, dès le début, dès les premiers tours de piste, j'ai adoré. J'ai adoré, et puis même jusqu'au point où le boss, le patron de l'équipe dans laquelle je roulais à T3M Sport, c'était Jean-Claude Nato, donc le père de Norman Nato, qui aujourd'hui roule en formule électrique. Tout le monde se connaît dans Et ce monde, c'est incroyable. Enfin, le monde est si petit. ouais, dans le sport auto, tout le monde se connaît. Et puis donc il allait au père, il lui a demandé si j'avais déjà roulé en karting. Sauf que bon, à part cette forêt, j'avais jamais rien fait, quoi. Donc en fait, c'était un peu une révélation. Une révélation, parce que j'étais vraiment rapide. Dès le début, on va dire, j'avais une bonne trajectoire, j'étais vraiment rapide. Donc ça a commencé comme ça, j'ai adoré. Et puis voilà, j'ai commencé à rouler, sauf que bien évidemment, moi j'ai commencé à 13 ans. Mm. Donc c'est plutôt tard dans ce sport-là, parce que j'ai toujours roulé, on va dire, la plupart commencent dès l'âge de 5-6 ans. Donc c'est un retard quand même important à prendre en considération. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pas, ma famille n'est pas du tout issue de ce milieu. Mm. Donc on n'y connaissait vraiment pas grand-chose, pour rien. Donc mon père a su très bien s'entourer de bonnes personnes, de bons coachs, etc. Et mon premier coach, ça a été Kevin Bress, donc un ancien pilote très reconnu dans le monde du karting, et puis même en monoplace, qui est monté jusqu'en Formule 3, qui m'a accompagné. Et en fait, voilà, vu ce manque de roulage, d'expérience que j'avais, la seule solution, c'était d'aller en Italie. Mm. C'était le test, on va dire, parce que on va dire, non, parce que je te vois plus. Parce que voilà, c'est là où on pouvait affronter les meilleurs dans un milieu, on va dire, plutôt hostile. Et puis en plus de ça, à cause de mon gabarit, j'ai dû directement passer en X30 senior dès l'âge de 14 ans. Donc c'est-à-dire que je suis arrivé en Italie à 14 ans, j'étais le seul français, et je me battais avec voilà, on va dire comment on appelle ça, des pilotes très expérimentés, âgés de 20 ans en moyenne. Donc c'était un gros challenge, mais c'était le seul moyen d'être dans le dur et d'apprendre plus rapidement que les autres. Ah bah ça, pour être dans le dur, t'étais dans le dur, ça, c'est pas, j'imagine, oui. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, voilà, surtout l'Italie, c'est un milieu hostile parce que c'est un monde, on va dire, c'est un monde où il faut savoir se faire respecter aussi. Parce que je suis arrivé là-bas, j'étais un inconnu, et puis le seul français, donc tout le monde te regarde, Mm. tout le monde te regarde de haut. Et puis non, on s'était fixé comme objectif de finir à la fin de la saison dans le top 10. C'était déjà un très bon résultat vu mon manque d'expérience. C'était ma première vraie saison.
et on était à peu près 100 au championnat. Et puis en fait, dès le début, j'ai fait des top 10 et j'ai même fini par gagner des courses et à me battre pour le titre, enfin le vice-champion d'Italie. Mm. Donc j'ai pas réussi, au final j'ai terminé troisième après la dernière course. Mais bon, c'était très bonne expérience. À côté de ça, j'ai fait justement les Europes et le mondial, X30. Donc c'est ce qui m'a permis de bien progresser et ensuite passer en monoplace. Et justement, encore une question de FCV Nova 7, en parlant du gabarit, est-ce que ça t'a posé des problèmes en F4? Je crois que oui, puisqu'on en avait parlé pour Auto Hebdo à l'époque. Et est-ce que ça te pose toujours des problèmes en formule régionale maintenant? Ouais, bah justement, c'est toujours on va dire, moi, c'est quelque chose sur lequel je bosse beaucoup parce que l'année dernière, comme tu as dit, justement, ça m'a beaucoup pénalisé. Euh, Parce que j'ai roulé toute la saison avec 8 kilos de plus sur des voitures de Formule 4 qui sont plutôt légères, enfin, surtout pas très puissantes, on va dire. Mm. Donc ça m'a beaucoup affecté. C'est d'ailleurs pour ça que, en fait, enfin, surtout, j'ai pas pu être présent sur tous les week-ends de course comme Spa, où je perdais énormément. Donc c'était compliqué de performer. Et au final, c'est pour ça que je finis 7e au championnat, parce que c'était vraiment un gros challenge. Et puis aujourd'hui, on va dire, c'est différent parce que je roule avec des voitures bien plus puissantes. Euh, et puis, on va dire, je roule dans une équipe privée, pas comme en F4, surtout la F4 France où c'est une académie. Donc, on va dire, ils ont réussi à alléger la voiture le plus possible. C'est-à-dire que moi, je suis le seul qui roule avec une voiture en carbone sans sticker. Ouais. Justement pour avoir une voiture légère. Donc de mon côté, j'ai réussi à perdre du poids, à faire un gros travail là-dessus, à arrêter plutôt le côté muscu et me concentrer sur le cardio pour m'affiner le plus possible. Donc aujourd'hui, j'arrive à jouer à être à 1 ou 2 kilos de marge. Donc c'est un challenge, mais je joue, on va dire, j'ai un gros travail que je fais tout au long de l'année sur ma jet. Ouais. Sinon, comme le propose Max P67, le truc le plus simple pour que ton gabarit, ton poids soit plus un souci, tu vas direct en F1. Là, au moins, il n'y aura pas de souci, là. Ouais, bah c'est une bonne solution, mais en vrai, j'ai considéré ça pour l'année prochaine. Donc, Ouais, ouais. Je pense que tu peux en parler à Renaud Derlot, hein. je en parlerai parce que je pense qu'il n'y aurait plus de soucis. T'es né à Marseille, mais je crois que tu vis à Monaco. En tout cas, tu as fait tes études à Monaco. T'as récemment été diplômé à l'école internationale de Monaco. Quelles études t'as fait actuellement? Donc, enfin, t'as fait le bac. Est-ce qu'il y aura des études supérieures? Euh, alors justement, moi, comme tu as dit, c'est ça, je suis originaire de Marseille. J'y ai grandi jusqu'à 7 ans. Ensuite, je suis parti à Luxembourg, 4 ans, vivre j'ai étudié dans une école internationale. Et ensuite, j'ai déménagé à Monaco, faire ma scolarité ici depuis, donc ça fait maintenant 6 ans que je suis ici. Mhm. Et j'ai eu la chance d'intégrer une école internationale, donc l'école internationale de Monaco, pour, euh, pour passer le bac international, donc l'IB. Et c'est un bac très très réputé qui offre beaucoup d'opportunités. Donc c'est vrai que mes parents m'ont toujours beaucoup poussé pour, euh, pour, pour avoir le bac. Et malgré toutes les absences que j'ai eues Ouais. voilà, en faisant ce sport à côté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dernière année, l'année où je passe le bac, j'étais à 49% de présence. Ouais. Donc c'était un très très gros challenge. Malgré ça, j'ai réussi à beaucoup travailler indépendamment et j'ai eu des bonnes notes. Ce qui m'a permis justement, ce qui m'a ouvert une porte dans une très grande école, une des plus grandes écoles de commerce, l'ESCP. Mhm. Donc ça, voilà, c'est quelque chose, c'est une sécurité que j'ai à côté. Mais maintenant, ma priorité numéro une, c'est le sport auto, c'est ma passion, parce que mon objectif, c'est la Formule 1. Donc, on va dire, c'est, s'il faut que je mette enfin, je mettrai tout de côté pour y arriver. Aujourd'hui, j'ai ma sécurité à côté. Ouais. La plupart des pilotes, quasiment tous avec lesquels je roule, ont arrêté et n'ont pas, même pas passé, ont arrêté très tôt leur scolarité. Et voilà, maintenant que j'ai eu cette sécurité, je peux me concentrer à fond sur ce que je veux faire. Et voilà, je suis prêt à faire tous les sacrifices possibles pour y arriver. Parce que c'est ce qu'il faudra faire.
et voilà. Et imaginons, je ne te le souhaite pas, mais imaginons que tu n'arrives pas à devenir pilote professionnel, qu'est-ce que tu te vois faire? Bah, du coup, voilà, moi, on va dire, c'est si, 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 si ça ne serait pas la Formule 1, moi j'ai toujours été plutôt bon à l'école. Honnêtement, j'ai toujours bien travaillé, donc on va dire avec cette école-là, donc avec la sécurité que j'ai de faire cette école de commerce, ce que je voudrais faire moi, c'est voilà, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup l'économie, tout ce qui est maths, la finance, etc. Mais bon, c'est pour l'instant, j'ai pas envie de penser à ça parce que je me suis concentré à fond sur mon objectif actuel. Très bien, très bien, très bien. Ça me va aussi, hein, si tu te concentres sur sur la F1, c'est aussi un plan de carrière assez sympa. Est-ce qu'il y a d'autres catégories qui pourraient t'intéresser en dehors de la F1 ou pour l'instant c'est juste focus F1 F1? Non, tant qu'il y aura le moindre demi-pourcent de chance d'y arriver, je ne penserai qu'à ça. Très bien. Non mais Julien, c'est pas comme, je l'ai pas formulé comme ça. Si tes rêves et tes espoirs venaient à s'anéantir, tu fais quoi de ta vie? Je l'ai pas formulé comme ça quand même. Mais sinon, tu avais déjà fait un autre métier quand tu étais plus petit, parce qu'avant d'être pilote, tu étais mannequin, si j'en crois ton Instagram. Est-ce que tu te souviens de cette période et comment tu t'es retrouvé là? Et ouais, comment tu t'es retrouvé là? Non, je m'en souviens très bien. Bah, ouais, c'était assez drôle de faire ça à cet âge-là parce qu'en fait, c'était quand j'habitais encore à Marseille. J'étais à un restaurant le soir avec des amis de mes parents et des amis à moi. Et en fait, on a abordé mes parents demandant qui était le petit qui jouait pas du foot au fond de la salle. Et en fait, c'était pour faire des photos d'une marque. Et donc, bon, c'était une super expérience. J'ai bien adoré ça. C'était assez marrant de faire ça à cet âge-là. Mais bon, ensuite, voilà, ensuite avec le rythme de vie que j'ai eu, Oui, j'ai jamais trop eu le temps de me concentrer sur ça. Donc, ouais. Ah mais j'avoue que j'ai vu ça sur Instagram, je me suis dit waouh, ah oui, je m'y attendais pas en tout cas, je m'y attendais pas. c'est un peu improbable, je sais. L'une de tes particularités aussi, c'est que tu joues au piano assez régulièrement sur Instagram et plutôt, plutôt très bien pour être honnête. Est-ce que c'est une passion qui peut t'aider un peu vis-à-vis du pilotage, de la concentration, du détail, ou pas du tout, c'est juste du kiff et du plaisir? Non, non, alors oui, c'est vrai. Bah, moi, faut savoir que j'ai toujours adoré la musique Hmm. et particulièrement le piano. Et bah, même par exemple, des fois, je m'endors sur des morceaux de piano parce que vraiment ça m'aide. C'est une manière pour moi de me détendre. Et j'ai démarré le piano enfin, ça fait voilà, 10 ans maintenant que je joue au piano, un peu plus. J'ai démarré le piano jeune. Et puis j'ai appris assez rapidement. Et donc c'est aujourd'hui maintenant, avec le quotidien, avec le rythme de vie que je tiens, c'est une manière pour moi de, on va dire, de me détendre. C'est voilà, c'est avec on va dire avec tous ces voyages, tout ce que je fais au quotidien, c'est un relâchement de faire ça. Et puis c'est sûr que de plus, c'est un endroit qui nécessite aussi beaucoup d'exigence, Hmm. de précision. Donc je pense qu'en tant que pilote, c'est un bon complément parce que on va dire, ça renforce l'exigence du quotidien. Je pense aussi qu'il me rend meilleur pilote. C'est Ah, d'ailleurs pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de pilotes hmm. aujourd'hui qui font du piano, comme l'exemple le plus évident, c'est Charles Leclerc. Et du coup, Euh, est-ce qu'on peut t'imaginer faire un EP avec Sofiane Pamar aussi, comme Charles Leclerc dans quelques années? on ne sait jamais, hein, la vie est remplie de surprises. Ah bah, après, t'as été mannequin, donc à partir de là, je pense toutes les portes sont ouvertes. Rapidement, quels sont tes circuits préférés, en sachant que tu vas découvrir aussi Silverstone le mois prochain, qui est souvent un circuit apprécié des pilotes. Est-ce que est-ce que t'es un petit peu original et tu ne répondras pas Spa-Francorchamps ou c'est Spa-Francorchamps le meilleur? Alors, je serais original et je dirais Imola. Oh, ok, ok. Ouais, Imola, j'ai roulé là-bas, franchement, et c'est pas un mensonge.
mon premier mot que j'ai sorti à la radio à mon ingénieur après le premier tour, c'était vraiment genre waouh, quel circuit. Ouais, c'est C'est vrai, et puis il y a pas mal de dénivelé aussi, on n'en parle pas beaucoup d'Imola, mais c'est vrai qu'il a ah non, son charme aussi dans un parc, etc. complètement. C'est un circuit en fait. Bah déjà, tout simplement, il est historique. Il est mythique. On arrive là-bas, il y a une atmosphère vraiment particulière parce qu'on arrive là-bas et en fait, c'est en plein milieu de la ville. C'est-à-dire que dans le circuit, au milieu du circuit, il y a une école, il y a des maisons, et en fait, c'est vraiment, on dirait un circuit en ville. Et déjà, et en plus de ça, à rouler, c'est un circuit très étroit, assez bosselé, très très rapide. Et c'est tout ce que j'aime parce qu'en fait, faut prendre, on va dire, faut prendre beaucoup de risques pour aller vite là-bas. Et, mais bon, justement, dès le début, j'étais plutôt rapide là-bas. Et je fais 2 en quali d'ailleurs à un demi-dixième de la pole. Mais c'est un circuit vraiment où en fait, il n'y a aucune marge d'erreur parce que tu fais une toute petite erreur, tu prends un peu trop un vibreur, tu rebondis un tout petit peu trop, un peu trop quelque part. C'est directement une roue sur le vibreur. Enfin, ce qui suit le vibreur, c'est du gazon et le mur. Donc il y a vraiment, on va dire, une adrénaline que tu as sur aucun circuit, sur aucun autre circuit, je pense. Comme, enfin, voilà, il y a une adrénaline, je pense, qui ressemble à des circuits en ville. Ouais, c'est quasiment similaire à ce qu'on retrouve au Paul Ricard, le gravier, l'herbe, le frisson. Dès que tu sors une roue de la piste, je pense que c'est assez semblable au Paul Ricard, j'imagine. Ouais, bon après le Paul Ricard, il y a quand même d'échappatoires, donc si on fait une petite faute, c'est pas grave, on est hors Bah piste ouais, et on peut revenir. Là, c'est vraiment, on fait une petite faute, on bloque un peu la roue, bah, c'est directement le mur. ouais, c'est pas pareil. Et- C'est pas pareil. Et oui, t'as fait encore aucun circuit urbain pour le moment? non, Non. D'ailleurs, bah, je rebondis sur l'une des questions précédentes. Est-ce qu'on peut t'imaginer voir à, pardon, est-ce qu'on peut t'imaginer te voir à Macao en fin d'année? j'en ai aucune idée, franchement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est pas du tout une préoccupation. Parce que j'ai ma structure autour de moi qui gère mon avenir et moi c'est, on va dire, la seule chose auquel je pense actuellement c'est ma préparation pour les Mm. courses qui arrivent. Mm. Donc, Bah, pour être honnête, je sais même pas. L'an dernier, il me semble qu'il y avait un clash entre l'Eurocup 3 et le Grand Prix de Macao, mais je crois pas que ce soit le cas ouais, cette année, mais peut-être enfin, à vérifier. ouais. Bah, Euh, l'année dernière, mon coéquipier James avait fait Macao ouais. justement, il avait coupé la dernière de Barcelone. Mm, 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 mm. Mattia Kolnaghi aussi d'ailleurs, ouais. Ouais. Quel a été le moment le plus compliqué de ta carrière? J'en pense à un en particulier à Manicourt et à l'inverse, quelle est ta plus grande fierté, ton plus grand moment de ta carrière? Bon, on va commencer par le pire. Et non, bah, t'as bien raison, je pense que c'est bien Manicourt. Parce que bon, non, ça dans ce sport, il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup d'aléas, que ce soit mécanique ou autre chose. Et ce jour-là, à Manicourt, bah, on va dire, mon disque de frein casse alors que je domine la course. Enfin, je crois que j'étais plus de 4 secondes devant. Ouais, ouais. Euh, Après une relance de safety car, donc j'étais vraiment rapide. Et à quelques tours de l'arrivée, j'ai le disque de frein qui casse, donc ça me prive de ma première victoire en monoplace. Donc c'est sûr que c'était pas le meilleur des moments que je pouvais imaginer, mais bon, ça fait partie de la course. Et puis aussi, voilà, c'est une manière aussi de rebondir après et de revenir avec encore plus de rage, de gagner. Mm. Donc, ça a été, on va dire, sur le moment, ça a été le pire moment pour moi, je pense, parce que c'était énormément de frustration, mais enfin, on peut même pas imaginer. Mais bon, comme toujours, faut toujours très rapidement passer à autre chose et je me suis très rapidement concentré et ça m'a déterminé, enfin, ça m'a motivé pour la course d'après, pour le reste de la saison. Donc voilà, c'est la partie du sport. Et du Et coup, puis, ouais, ta plus grande fierté, ton plus grand moment? bah, honnêtement, je pense que c'est récemment, là, c'est le dernier week-end de course à Monza, où je fais ma première pole position. Mm. Donc bah, pour moi, c'était bah, beaucoup d'émotions, comme tu imagines. Et puis c'était en plus sur un circuit comme Monza, qui est surnommé le temple de la vitesse.
C'est un circuit historique, mythique, tout ce que tu veux, et puis c'est extrêmement rapide. Donc de faire déjà ma première pole position, c'était génial. Et puis là-bas, dans des conditions comme ça, c'était encore plus incroyable. Et n'hésitez pas à poser, on s'approche de la fin de la fin du live, donc n'hésitez pas à poser vos dernières questions dans le chat. Moi j'ai une question un peu ouverte. Raphaël Perrard, il est où dans 5 ans, dans 10 ans? Raphaël Perrard, dans 5 ans, dans 10 ans, il est en Formule 1. Très bien, ça me va comme réponse. Voilà. Natoun28, on a déjà j'avais déjà posé la question sur Alex Palou. Il n'a pas encore rencontré physiquement Alex Palou, mais que vous conversez régulièrement après les courses notamment. Voilà, c'est ça. Ils mettent beaucoup. On a beaucoup de discussions entre les courses, pendant les week-ends de course pour débriefer. Et puis il est toujours là pour me donner des conseils et me pousser à faire du mieux de moi-même. Et puis comme je disais, lui, on va dire, c'est le Verstappen d'Amérique. Hein, Ouais. il domine complètement l'IndyCar. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement à l'écoute avec lui. Et je suis vraiment reconnaissant de tout ce qu'il me conseille et tout ce qu'il me dit pour améliorer, parce que je peux vraiment qu'en apprendre avec lui. La question classique, Cars 1, 2 ou 3 pour ton préféré? Pardon? La question de Julien Viave dans le chat sur ton film préféré entre Cars 1, Cars 2, Cars 3. Alors honnêtement, j'ai regardé tous les Cars, mais j'étais très jeune et je me souviens plus des trois. Enfin, Aïe, je veux aïe, dire, aïe. ouais, je me souviens plus des trois. Ah, va Les falloir refaire trois. ta cinématographie là, hein. Falloir surtout que je me les refasse. Ouais, 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 Là, ouais. récemment, je me suis refait toute la saga de Fast and Furious. Ok. Donc là, faudrait que je me refasse les Cars. Bon, les gens, globalement, pour que tu te fasses accepter par le chat, ils disent que le 2 c'est pas bien, mais ils ont tort parce que le Cars 2 est assez sympa. Bref, avis sur les jeunes français, lesquels tu penses sont les plus prometteurs? Ouais, est-ce que tu continues à suivre un peu le karting? Est-ce que t'as des petits jeunes où tu te dis, ah purée, lui, il pourrait m'accompagner en F1 dans quelques années? À ce stade où j'en suis là, je regarde que ceux qui sont au-dessus, on va dire. Ok, Franchement, je, je regarde plus trop le karting, puis j'ai pu rouler depuis 2024 en kart. Donc, je connais plus trop, je connais plus grand monde. Mais ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, justement, c'est ce qu'il y a devant moi. Donc, que ce soit la Formule 3, la Formule 2 et puis la Formule 1, comme ça l'a toujours été, c'est plutôt ce que je regarde. Donc, par exemple, voilà, Théo, j'en parlais plus tôt, c'est un très bon pote à moi. Donc, mm. le voir dans la catégorie d'après, et puis pareil aux portes de la F2, ça pour le coup, je regarde de très près. Ouais, forcément, te pousse d'autant plus. On n'a même pas parlé de. Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions avec des académies de Formule 1 ou ce genre de choses, ou en tout cas ces discussions ne t'impliquent pas personnellement. Peut-être qu'elles impliquent ton manager à côté, mais en tout cas t'as pas eu vent de ça pour l'instant. Voilà, c'est pas ma préoccupation à moi. Mm. Comme je l'ai dit, moi j'ai la structure autour de moi, donc comme Renault, Roberlo qui gère ça. Mm. Donc je sais que bien évidemment il faut avoir une académie ou une filière pour arriver en Formule 1 aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de pilotes que si on n'en a pas, c'est bien évidemment un pilote d'une académie qui montera. Donc Mm. moi, ce que je fais tout simplement, c'est de performer le mieux possible, de marquer le plus de points. Et puis ça viendra tout seul avec la structure que j'ai autour. Ouais. Très bien. Est-ce que tu as des pilotes avec qui tu t'entends bien en dehors des Français, en dehors des coéquipiers? Est-ce que tu as d'autres affinités avec d'autres pilotes? D'ailleurs, je crois que j'avais vu une question en début de live sur la FREC, si je connaissais des personnes en FREC. Ouais. Mais il y a Matteo Jaccardi, par exemple, Mm. qui fait ART en FREC, Mm. qui est un très très bon pote à moi. On est tous les deux à Monaco et on se voit très régulièrement, enfin toutes les semaines. Donc il y a Matteo que je connais très bien. Et puis ensuite, ouais, après moi, j'ai jamais
j'ai jamais baigné dans ce Ouais, c'est ça. monde-là. J'ai pas baigné dans ce monde-là depuis tout petit, donc dès que j'arrive quelque part, on va dire, soit j'ai fait 2 saisons en karting et puis je suis directement monté en monoplace. Ensuite, je suis encore monté en Eurocup. Donc, je connais, voilà, on va dire, c'est plutôt de niveau pour l'instant. Ok, très bien, très bien. Et ben écoute, je pense qu'on a fini nos petites questions. Je pense, si t'es d'accord, enfin que je ferai peut-être un petit article avec cette interview-là sur Feeder Series Avec plaisir. qui Ouais. paraîtra en anglais dans les prochaines semaines. Et puis voilà, je suis désolé pour tous les soucis techniques, c'était laborieux. J'essaye de réparer ça pour la prochaine fois. T'es toujours le bienvenu sur la chaîne, bien sûr. Et puis bah, on te souhaite le meilleur pour la suite de la saison. On continuera de suivre ça évidemment toutes les semaines. Prochaine manche, c'est le 11-13 septembre, quelque chose comme ça, je crois, à Silverstone. À Silverstone. Ouais, très bien. Ça va être un bon week-end de course. Et Avec si, les trois courses avec le LMS, donc on aura la sprint. ah oui, il y aura 3 courses. Et Silverstone, donc t'as jamais roulé? T'as déjà fait du simulateur un peu dessus? Bah oui, on est obligé de faire du simu Hmm. parce que bon, comme Silverstone et Hongrie et Jerez et Hongrie, j'ai pas roulé là-bas. Non, Ouais. Jerez, j'ai fait des tests. Mais bon, c'est de toute façon, comme j'ai dit, comme je l'ai dit et comme on l'a vu sur Imola et Monza et les autres week-ends de course, c'est pas un nouveau circuit qui m'empêche de performer. Donc, mais oui, j'ai fait du simulateur comme pour la préparation de chaque week-end de course. Et voilà, hein, c'est concentré sur la préparation pour arriver au meilleur de ma forme. Bon, bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. On te souhaite évidemment une première victoire. On te souhaite un siège de F3 pour l'an prochain. Et puis voilà, t'es toujours le bienvenu sur la chaîne. Bon, certains veulent que tu vois tous les cars avant, mais t'es toujours le bienvenu sur la chaîne quand même. Ouais, un peu de cars avant. Ça, c'est super. Je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne suite de préparation et pause estivale. Et nous, on se dit à très bientôt pour un live un petit peu moins chaotique. Merci d'avoir suivi la rediffusion sur YouTube, arrive dans la soirée. Bonne soirée à tous. Bye bye.